Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Dans notre dossier du mois, on se penche sur les risques phytosanitaires. Quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre ces risques? On va se baser sur l'exemple vaudois. Et puis dans notre rubrique du chiffre déchiffré, on va décrypter le lien entre ces produits phytosanitaires et les PFAS. On enchaînera ensuite avec notre rubrique de la fourchette à la fourche, plein feu sur le kiwi. Et finalement, en fin d'émission, nous retrouverons notre invité dans la rubrique Agriculture. Voilà, vous savez tout, vous connaissez notre sommaire. Il est temps d'aller à la rencontre de nos invités. Bienvenue sur ce plateau d'agriculture durable. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Jobin, vous êtes député UDC au Grand Conseil vaudois. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. À vos côtés, le docteur Olivier Viret, responsable Centre de compétences viniculture, culture spéciale et protection des plantes à la DGAV. Bonjour. Bonjour. Et puis Pierre-Yves Fellet, directeur de la Chambre valaisanne d'agriculture. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc des risques phytosanitaires. Et la question, qu'est-ce que c'est exactement que les risques phytosanitaires? Et je m'adresse à vous, Olivier Viret. Alors les risques phytosanitaires, c'est d'abord un problème, justement comme le mot le dit, phytosanitaire, puisqu'il s'agit des maladies et des ravageurs des plantes. Donc en fait, l'utilisation des produits phytosanitaires est directement liée à ces risques pour la culture, qui est vivrière et qui, si elle n'est pas traitée, peut subir des pertes. On peut évidemment y associer les risques environnementaux, puisque ces produits peuvent avoir une certaine toxicité, ou les risques pour l'utilisateur qui va les appliquer dans les cultures. Est-ce que vous corroborez ce propos sur le terrain, le risque phytosanitaire? Comment vous le vivez, vous l'expérimentez? C'est effectivement ce qui vient d'être expliqué. On utilise ces produits prioritairement pour protéger des plantes. Je vous dirais que la meilleure des solutions pour l'agriculteur, ce serait de ne pas en avoir besoin. Bien sûr. Comme nous, on souhaiterait ne pas avoir besoin de médicaments, mais la plante, comme nous, subit des attaques soit de maladies fongiques, soit de ravageurs, et il faut la protéger. Et d'un point de vue politique maintenant, si je puis dire, quelle vision on a sur ces produits phytosanitaires et ces risques? Alors parfois partagé, je dois le dire, suivant le courant dans l'hémicycle, mais je pense quand même que l'agriculteur, l'arboriculteur, le viticulteur a besoin d'avoir des solutions pour pouvoir soigner ses plantes. Et puis dans cette optique-là, effectivement, les produits que nous aimerions utiliser ou que nous utilisons doivent être le moins dommageables possible pour la nature. Olivier Viret, on a parlé du plan phyto vaudois, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un plan qui vise à optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires, évidemment sous-jacent, les utiliser le moins souvent possible et à bon escient, ce que d'ailleurs fait partie de la production intégrée depuis les années 1980, mais en fait depuis l'an 2020, on a effectivement un plan spécifique qui se calque sur le plan fédéral, qui vise ces objectifs aussi, et nous déployons des moyens financiers complémentaires au paiement direct pour l'agriculture liés à des mesures spécifiques. Donc en l'espace de ces 6 ans maintenant, nous avons fait progresser les budgets de 500 000 francs d'investissement de l'État à plus de 3 millions à l'heure actuelle. On voit un intérêt de la branche à adhérer pour toutes les cultures à ces mesures particulières qui font prendre des risques aussi supplémentaires à l'agriculture. Alors justement, qui sont les acteurs de ce plan phyto-vaudois, les partenaires sur lesquels vous vous appuyez? Alors, nous travaillons de manière collatérale directement avec tous les responsables des branches respectives. Donc on a un conseil de vulgarisation, on a surtout l'Office technique maraîcher pour les maraîchers, on a l'Union fruitière lémanique pour les fruits, et puis Pro-Conseil pour la viticulture. Donc en fait, chaque année, on a un comité de pilotage qui définit l'état des mesures et l'utilisation du moyen financier, et on redéfinit pour l'année suivante des compléments de mesures où on en supprime si elles n'ont pas de succès. Pierre-Yves Fellet, est-ce qu'en Valais, il existe une structure similaire ou identique à ce plan vaudois?
Il y a des démarches similaires à ce qui se fait dans le canton de Vaud, oui. En Valais, on a en particulier un projet qui s'appelle Arbophytored, qui, comme le nom l'indique, c'est de la réduction des phytosanitaires en arboriculture, qui a été lancé en commun entre la filière des fruits et légumes valaisans, Agroscope et le canton. C'est un projet qui a été lancé en 2021, un projet qui est soutenu aussi par la Confédération. Le but, c'est vraiment d'essayer de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires tout en garantissant une excellente qualité des fruits et une rentabilité de l'entreprise agricole. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir qu'est-ce exactement que ce plan phyto vaudois et comment ces stratégies de réduction des risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires sont-elles mises en place. Réponse de la coordinatrice du plan phyto vaudois. Donc l'axe principal du plan phyto-vaudois repose sur des mesures pour limiter l'utilisation et les risques liés aux produits phytosanitaires de synthèse, avec à la clé pour l'exploitant des contributions pour la mise en place de telle ou telle pratique, ou alors des aides à l'investissement pour l'achat de matériel spécifique comme des outils de désherbage mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet il est assez inédit dans son fonctionnement, puisque ce sont les praticiens mêmes qui ont élaboré à la base ces mesures et qui ont fixé les 3 priorités du projet. La première, c'est de réduire l'utilisation des phytos dans les cultures qui en sont plus dépendantes. Dans le cas des grandes cultures, on pense colza, betterave à sucre par exemple. La deuxième, c'est de limiter le risque de pollution ponctuelle. Et la troisième, c'est le changement de pratique. Et là, on parle bien de substitution de produits phytosanitaires de synthèse par d'autres moyens de protection des cultures, à condition que ces moyens soient efficaces et qu'ils soient aussi économiquement viables pour l'exploitant. Donc maintenant, depuis 2020, ces mesures sont réadaptées tous les ans en fonction de l'évolution des pratiques, mais aussi de l'évolution de la politique agricole fédérale. Ces mesures sont en place maintenant depuis 6 ans et on a pu voir une évolution rapide des pratiques. Dans le cas de l'arboriculture et de la viticulture, on a par exemple cette mesure qui permet de substituer les produits phytosanitaires de synthèse par des produits bio en fin de cycle. Et ça a permis de passer de 2020 à 2024 de 12% à quasiment 50% des surfaces viticoles non bio en réduction des fongicides de synthèse. On a la même tendance en arboriculture. Dans le cas des grandes cultures, on a mis l'accent plus particulièrement sur la betterave à sucre avec toute une dynamique de mesures qui ont évolué très rapidement et on a particulièrement soutenu l'adoption d'une nouvelle variété, plus résistante aux maladies, donc on limite l'utilisation de fongicides et qui tolère aussi des herbicides qui ont des potentiels de risque moins élevés. Ce qui fait qu'en 2024, on a 75% des betteraves à sucre dans le programme cantonal de limitation des risques environnementaux. Il faut quand même nuancer ces propos. Dans le cas du colza, par exemple, on n'a pas de solution 100% efficace pour lutter contre toute la panoplie de ravageurs qui s'attaquent à la culture quasiment dès le semis. Ce qui fait qu'on a des contributions pour faire l'impasse aux insecticides, vaudoises, fédérales, réévaluées. Oui, les surfaces sans insecticides évoluent dans le colza, mais moins rapidement que dans les autres cultures. Dans le colza, on est à 45%, alors que dans les autres cultures, on est plus autour des 70%. Dans la suite du projet, dans les cultures spéciales, on s'oriente plus vers le soutien à des pratiques d'agroécologie, la bande non fauchée dans les vergers, l'enherbement sous le rang de la vigne, tout ça pour entre autres favoriser les populations d'auxiliaires contre les ravageurs, et également l'utilisation de dispositifs de confusion sexuelle dans les vergers. Finalement, ce qu'il faut retenir du plan phyto-vaudois, c'est que c'est un réel élan pour le changement de pratique, et c'est un succès quand les mesures sont mises en place par les exploitants, qu'elles laissent la possibilité de tester de nouvelles pratiques sans engagement et la possibilité de se tromper. Le plan phyto-vaudois qui est donc un projet inédit dans son fonctionnement et qui induit un changement de pratique, des pratiques qui sont d'ailleurs très évolutives, et il permet de tester de nouvelles voies ainsi que de se tromper, comme le dit notre experte dans le reportage. Donc il y a de nombreux aspects qui sont très intéressants. J'aimerais vous poser la question, Pierre-Yves Fellet. Est-ce que les agriculteurs se sentent réellement libres de tester, de se tromper, d'expérimenter? Est-ce que c'est votre expérience ? Bien sûr qu'ils expérimentent et puis qu'ils se sentent libres dans la mesure où c'est autorisé, bien sûr. Mais ce qui est déterminant pour l'agriculteur, c'est finalement le résultat économique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je reprends l'exemple en arboriculture parce que pour nous, c'est le produit phare dans ce domaine. On veut que l'économie joue aussi. Et aujourd'hui, les résultats que l'on a en Valais sont excellents en termes d'environnement, mais ils sont désastreux en termes économiques. En fait, c'est simplement que le marché réclame une certaine qualité qui va à sens contraire de ce qu'on voudrait en termes d'utilisation des produits phyto. Ouais, Olivier Virella, on a un problème. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cette équation ?
Eh bien voilà, c'est que la durabilité, elle est d'abord économique dans notre bon milieu agricole, comme d'ailleurs partout. Si vous avez une activité économique et puis que vous faites des pertes, forcément vous ne tenez pas le coup longtemps. Donc en définitive, tout le paradoxe aujourd'hui de l'évolution de l'agriculture vers une agriculture beaucoup plus verte et plus proche de l'environnement, je rappelle qui était le but depuis les années 70 de la production intégrée, tout en respectant le besoin de produire des denrées alimentaires saines et de qualité. Donc aujourd'hui, ça restera toujours un compromis. Philippe Jobin, est-ce qu'on peut considérer dans ce cas-là que le plan phyto-vaudois, c'est plutôt une incitation ou alors c'est une contrainte pour les agriculteurs? Ça ne peut pas être une contrainte parce qu'on est volontaire quand on le fait. Par contre, je rejoins tout à fait mes préopinants. Effectivement, la problématique que l'agriculteur, viticulteur ou arboriculteur peuvent rencontrer, c'est vraiment cette possibilité de pouvoir moduler sa façon de pouvoir élever les différentes plantes que nous avons à soigner. Mais d'un autre côté, il faut faire extrêmement attention parce qu'il peut y avoir des problématiques financières qui sont non pas sur l'année, mais qui peuvent se répercuter sur 2, 3 ou 4 ans. Alors, est-ce que ces enjeux principaux, on l'a compris, il y a cet enjeu financier, mais qu'est-ce qu'on a, à part ça, comme enjeu qui rentre dans cette équation par rapport à ces produits phytosanitaires ? Il y a la durabilité, ça on en est conscient, il y a une certaine durabilité. Personnellement, en tant qu'entrepreneur arboricole, je me rends compte qu'il y a une remise en fait du bien-fond à des futurs repreneurs, mes enfants en particulier, qui doivent être le mieux possible, le meilleur possible, un peu comme des entreprises, les horlogers, etc. Vous remettez quand même un outil de travail qui tient la route et puis qui peut se pérenniser au fil des années. Donc ce produit, en fait, ce plan phytosanitaire est assez intéressant parce qu'il a été vraiment bien structuré. Et puis la profession, on est directement lié puisqu'on donne notre avis aussi sur les différentes options et stratégies qui peuvent être prises. Alors comment est-ce qu'il faut concilier les impératifs dont on vient de parler, protéger efficacement les cultures tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques? Est-ce qu'on peut résoudre cette question-là? Alors elle est très très compliquée. Chez moi, j'ai fait une expérience sur du non-herbicide sous la ligne avec de l'arboriculture. Je dois dire que, comme certains disent, la chatte a mal aux pieds parce que vous pouvez le faire pendant un certain temps, 1 année, 2 ans, la 3e année, vous pouvez créer des autoroutes à campagnol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le campagnol va manger les racines des arbres et vous perdez votre culture. Donc voilà, ça c'est l'équation agronomique pure sur laquelle il faut le tenir en ligne de compte. Et puis après, on a des professionnels comme M. Viret ou M. Fellet qui peuvent aussi nous venir en appui pour d'autres pratiques, disons, qui sont un petit peu moins délicates au niveau financier. Alors allons voir sur le terrain comment ça se passe et comment diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires et par quoi les remplacer. Allons voir du côté des exploitations de Prangin et dans les vignes du Désalais. Regardez. Alors on se retrouve à Prangin, ici sur une exploitation agricole avec des grandes cultures, blé, colza et maïs. Surtout de l'arboriculture, un tout petit peu de vigne. L'arboriculture, on a 10 hectares de pommes et puis 1 hectare de cerises. C'est vrai qu'on recherche depuis longtemps des solutions pour diminuer les produits phyto, notamment avec la confusion sexuelle qui se fait depuis plus de 20 ans. C'est un moyen vraiment écologique de pouvoir lutter contre ce ravageur. Mais c'est vrai que le plan phyto-vaudois nous a un petit peu poussé à aller plus loin, on va dire, dans l'utilisation d'autres produits qui sont des produits bio après l'infection primaire de tavelure. Alors la tavelure, c'est vraiment le champignon qui est omniprésent dans nos cultures fruitières, qui est présent aussi dans les jardins, dans les potagers, dans tout ce qu'on cultive, au fait. Donc c'est un champignon qui va provoquer un craquellement en fait, sur la pomme. Et puis sur la feuille, ça va faire des grosses taches aussi, donc on a un problème de photosynthèse aussi qui peut se démontrer. C'est un champignon dont on doit vraiment lutter au printemps, donc c'est vraiment intense, parce que depuis le mois de mars, vers mi à fin mars, on commence à lutter avec des produits phytosanitaires standards pour vraiment ceinturer en fait, ce champignon.
Et ce qui nous permet, après, au mois de juin, de peut-être lever un petit peu le pied sur certains produits et puis de prendre les produits bio qui sont proposés dans le plan phyto vaudois. Alors les avantages des produits bio, c'est justement les résidus qu'il y aurait moins dans les fruits. Donc c'est un avantage pour la consommation. Le gros inconvénient, c'est le fait qu'il y a moins de rémanence sur ces produits. Donc c'est des produits qui se lessivent plus vite dès qu'il y a des pluies. Donc dès qu'on a 20 à 30 litres de pluie, il faut revenir derrière. Donc c'est vrai que c'est des situations qui peuvent être compliquées dans les années pluvieuses. Ça a un coût supplémentaire, en effet, parce qu'il faut venir plus souvent. C'est des produits qui ne sont pas forcément moins chers, qui ne sont pas faciles à appliquer non plus. Donc c'est vrai que c'est un inconvénient. L'inconvénient qu'on a aussi, c'est la conservation, parce que c'est des produits qui vont être un petit peu moins pénétrants, donc peut-être on aura plus de problèmes de conservation au frigo. C'est des fruits qu'on peut garder jusqu'à 1 année. Donc là, c'est vrai qu'on peut avoir certains risques et plus de risques de perte. Bienvenue au cœur des domaines de la ville de Lausanne, grand propriétaire public en Suisse avec 33 hectares de vignes et ici plus particulièrement au Clos des Abbayes, au cœur du Les Allais. Les vignobles de la ville de Lausanne sont tous labellisés bio depuis 3 ans en Lavaux. C'est intéressant avec le plan phyto vaudois, c'est qu'on voit que ce qu'on a mis en place pour le bio rentre quasiment nécessairement dans le plan phyto. Je peux vous donner 2 exemples. Et place de nettoyage, on en a créé une cette année. C'est une chose qui permet de s'assurer que toutes les eaux de nettoyage et les eaux de préparation des produits sont traitées correctement et comme il se doit. Et puis un autre point qui pour nous est très important pour un passage en bio, c'est que nous utilisons des drones pour la pulvérisation des produits phyto. En plus que nous opérons nous-mêmes ces drones, nous avons fait les licences nécessaires. Il faut imaginer, ce sont des grosses machines qui font plus de 50 kg au démarrage. Et ça, c'est aussi un point qui nous permet d'être beaucoup moins de pénibilité et beaucoup moins de dangerosité pour le personnel, autant par les machines dans les vignes que par l'ingestion éventuelle des produits phyto. Un des points importants du plan phyto vaudois, c'est la gestion de l'enherbement. C'est aussi un point très important lorsqu'on est en culture biologique. Ça va nous demander 2 problématiques assez distinctes. La première, c'est sur l'interrang. La ligne, on va pouvoir faire des semis d'engrais verts. On va choisir les espèces qu'on va semer et elles seront plus ou moins intéressantes pour apporter de la matière organique, apporter de l'azote pour pouvoir enrichir le sol. Ça, c'est un point qui est important. Et puis, on a un deuxième point, c'est sous le rang, sous la vigne, sous les ceps de vigne, où là, on met en place des essais de semis avec des espèces sélectionnées, mais plus particulièrement, ça nous demande de débroussailler sous ce rang. Et c'est quand même un débroussaillage qu'on veut très sélectif et très qualitatif pour garder les plantes qui nous intéressent à ce moment-là. Et puis, on a le plaisir aussi d'avoir pu remarquer qu'il y a une vraie biodiversité, particulièrement sur la faune, les insectes, qui se met en place du moment qu'on a évidemment des cultures avec beaucoup de fleurs, beaucoup de matière. Et ça, c'est aussi un plaisir pour nous de voir que ça fonctionne de ce côté-là. Alors on le voit dans le sujet, la viticulture et l'arboriculture ont très rapidement adopté les alternatives. Comment est-ce qu'on explique que le changement se soit fait de manière aussi rapide, Olivier ? Eh bien, c'est qu'il y a un intérêt collectif, ça a été déjà dit ce matin, de faire mieux, de faire toujours plus proche de l'environnement. Il est évident que personne n'a de plaisir à aller traiter des plantes, comme personne n'aime prendre un médicament. Donc l'engouement pour ces pratiques, dans la mesure où elles fonctionnent, eh bien, est sans équivoque. Tout le monde a envie, on est d'accord. Est-ce qu'il y a quand même des résistances parce que c'est plus compliqué, parce que ça coûte plus cher ? Oui, forcément. Donc le domaine de Marcellin, on a augmenté les frais de production en passant en biodynamie de 30%, donc un domaine d'État peut se le permettre. Dans la vraie vie du viticulteur, si vous ne pouvez pas absorber ces frais, il y a de la mécanisation achetée, et puis surtout, on a un problème dans les vignobles non mécanisables, typiquement Lavaux pour chez nous, le Chablais dans le canton de Vaud, qui sont vraiment problématiques. Et là, l'aspect notamment qui est mentionné dans ce film sur l'entretien du cavaillon, c'est-à-dire l'espace
l'espace sous le rang de vigne reste un problème crucial. Nous avons plus de 30 ans d'expérimentation sur la concurrence que les plantes peuvent apporter à la vigne et qui vont déprécier partiellement le goût du vin. Donc on a ici des alternatives, oui, mais cultiver ce cavaillon est une culture à part entière. On a développé d'ailleurs à Agroscope à l'époque des mélanges de plantes qui sont peu concurrentiels et qui ont des cycles végétatifs inversés par rapport à ceux de la vigne. Donc ça fonctionne, mais il faut les cultiver et c'est extrêmement coûteux de faire ça en plus. Donc évidemment, ça limite. Oui, vous voulez réagir? Oui, je dirais que j'abonde tout à fait de ce que dit M. Viret. Il y a aussi une problématique en arboriculture. Là, on vient de voir le film là, chez un excellent collègue qui est au top dans les pratiques arboricoles. Il y a une problématique qu'on n'a pas tenue en compte dès le départ. C'est quand même un métier où il y a beaucoup de travaux manuels et puis on a des employés qui travaillent en fait dans ce végétal. Et là aussi, pour pouvoir avoir une stratégie, je dirais, à moyen terme de ménagement, on doit aussi ménager les gens et le personnel qui y travaillent. Donc alors, je crois que c'est important. Moi j'avais cette question, c'est justement les pratiques qui ont été évoquées chez l'arboriculteur, est-ce qu'elles sont aussi réalistes pour d'autres types d'exploitation, qu'elles soient fruitières ou autres dans le canton? Alors, fruitière, si je parle de mon expérience personnelle, oui, parce qu'on le fait, on fait exactement la même chose. Et puis, on a aussi cette stratégie agronomique où on dit, OK, on va essayer de ceinturer un maximum la tavelure jusqu'au mois de juin. Puis après, depuis juin, on va plutôt travailler avec d'autres solutions qui sont plus proches de laisser le moins possible en fait, de résidus, que ce soit sur les feuilles ou bien sur les fruits. Pierre-Yves Fellet, est-ce qu'il y a des prochaines étapes pour continuer à réduire les risques sans mettre en danger la viabilité économique des exploitations? Si oui, lesquelles? Pour moi, j'ai besoin de recherche agronomique. Je souhaite que cette recherche agronomique, je dirais, reprenne du poil de la bête, parce que depuis 10 ans, je suis assez déçu de ce qu'elle arrive à nous donner. Je sais que les problèmes que l'on a finalement, l'arrivée de nombreux ravageurs au cours de ces 10-15 dernières années, fait qu'on se retrouve par rapport à de nouveaux problèmes qui nous posent vraiment des soucis parce qu'on ne sait pas comment les empoigner. Mais il n'y a que la recherche qui nous permettra de trouver des méthodes idéalement biotechnologiques, c'est-à-dire de trouver un ravageur qui lui-même attaque le ravageur qui nous dérange sans attaquer les cultures. Pour moi, c'est le cœur de ce combat, de bénéficier d'outils novateurs, et je ne vois que la recherche agronomique qui est capable de les fournir. Alors on va rester dans ce sujet des produits phytosanitaires. Ils sont souvent montrés du doigt, c'est surtout l'agriculture qui est montrée du doigt avec ces produits phytosanitaires dont elle fait usage et qui produit ces PFAS, des polluants éternels. Alors quel est le lien exact? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans notre rubrique du chiffre déchiffré. Les produits phytosanitaires qui permettent de protéger les plantes des ravageurs sont régulièrement cités comme source principale des PFAS. Ces polluants éternels se retrouvent dans les sols, l'eau et la chaîne alimentaire. Selon un article de Recherche agronomique suisse paru en octobre, on recense aujourd'hui plus de 10 000 substances polyfluorées, dont seulement 20 proviennent des produits phytosanitaires. L'écrasante majorité provient d'autres sources, mousse anti-incendie, textiles imperméables, emballage alimentaire ou encore fluides frigorigènes. L'agriculture est fortement touchée par les effets de ces polluants. Contamination des terres et de l'eau, interdiction de vente, perte de confiance des consommateurs, voire cessation d'exploitation. Il n'est pas juste qu'elle soit aussi montrée du doigt alors que les connaissances scientifiques, encore limitées en la matière, laissent à penser qu'il s'agit d'un problème de société dont les responsabilités sont largement partagées. PFAS, comme on les appelle, ou polluants éternels, qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Ce sont des molécules polyfluorées, donc historiquement depuis les années 70 appliquées dans des quantités incroyables d'applications dans notre vie quotidienne. Ils sont hydrophobes, donc chaque fois qu'on a un plastique imperméable, ils sont lipophobes, donc ils repoussent aussi la graisse, tout ce qui est graisseux. Donc c'est toutes les surfaces en fait qui sont pratiques dans notre quotidien. Il y a énormément de plastiques qui en sont faits, probablement aussi des composants de nos véhicules, puisque bientôt tout est en plastique. Enfin, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien de manière inconsciente. Et on le retrouve en
grande partie dans nos sols. La problématique ici dans le sujet, c'est que c'est souvent l'agriculture qui est montrée du doigt avec ces fameux produits phytosanitaires, mais on se rend compte que ce n'est qu'une toute petite partie du problème. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce lien, ce raccourci? Alors ce lien, il est lié probablement à l'époque de ces initiatives phytosanitaires. On a diabolisé, on continuera de le faire probablement. J'aime bien rappeler aussi qu'en agriculture biologique, on traite aussi les plantes, donc on a aussi affaire à des produits phytosanitaires d'un autre type, mais enfin voilà. C'est des questions de définition. Aujourd'hui, le sujet des PFAS, ça nous réjouit énormément de voir d'ailleurs que l'agriculture joue un rôle secondaire. Et sur les 20 molécules qui sont indiquées dans votre reportage, on peut aussi dire que pratiquement la moitié sont déjà retirées du commerce parce que c'est des traces éternelles, effectivement. Et on va viser un retrait complet de ce qui contient ou qui mènerait à ces molécules. Philippe Jobin, oui, vous vouliez réagir. Moi, je voulais savoir comment est-ce que ça se retrouve dans les sols, dans l'eau agricole, ces produits? Oui, tout à fait. On a des composts qui viennent plutôt des composts urbains que vous allez traiter. Et en fait, ces PFAS peuvent se retrouver dans ces composts-là que nous épandons sur nos champs. Et il peut y avoir justement aussi une problématique, j'appellerais ça d'infection, en tout cas de contamination. Ça se retrouve après dans les eaux rivières, dans le lac. Ensuite, vous pompez l'eau du lac et vous la buvez. Donc voilà un petit peu des cycles qui peuvent être induits de par ça. L'eau potable, c'est clair, on a aussi des eaux où il y a des captages. Et puis là, les sols qui sont travaillés le sont vraiment superficiellement. C'est hyper contrôlé. Il y a un contrôle qui est très strict là-dessus, y compris sur les eaux potables. Donc, il y a vraiment des stratégies qui ont été mises en place pour qu'il y ait une limitation maximum qui se fasse. Puis les PFAS, on les connaît pas depuis très longtemps, quand même. En 2 mots, est-ce qu'on peut dépolluer un sol contaminé par les PFAS? Alors, à mon avis, pas, mais peut-être que M. Viret pourrait dire le contraire, mais je pense pas. Bon, mais on va rester là-dessus, on dira que non, donc faites attention à ce que vous utilisez, j'ai envie de dire. Et maintenant, on change complètement de sujet. Saviez-vous que le kiwi est un fruit qui se plaît en terre romande? Alors, comment pousse ce fameux fruit poilu et depuis quand et comment est-il cultivé dans notre région? Reportage sur le domaine de la pêcherie et la Fraisère SA à Alamand. Bienvenue au domaine de la pêcherie, ici à Alamand, où on cultive du kiwi suisse depuis 40 ans. Les kiwis sont arrivés à Alamand il y a plus de 50 ans. C'est 2 arboriculteurs pionniers de la région qui étaient un peu voyageurs sur les bords et qui sont partis dans le sud-ouest de la France, dont ils ont ramené les premiers plants. Ils ont vu que ça poussait bien, ils en ont fait une première parcelle qui produit encore aujourd'hui, donc notre culture la plus ancienne a 52 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kiwi n'est pas originaire de Nouvelle-Zélande comme on pourrait le croire, mais vient à l'origine de la Chine. C'est un fruit qui a été développé commercialement par les Néo-Zélandais et vu que c'est leur emblème national, donc le petit oiseau poilu, ils ont appelé les fruits de la même façon. Le domaine de la pêcherie produit 80 à 90% des kiwis produits en Suisse. Et la raison principale, c'est que ça pousse très bien en pleine terre, mais ça demande quand même des conditions très particulières. Donc il nous faut un climat tempéré, un sol drainant, parce que sinon il meurt s'il a les pieds dans l'eau, et puis au final il nous faut beaucoup d'eau parce qu'il en consomme énormément en été. Le nom de la plante, c'est Actinidae deliciosa. C'est le nom latin pour actinidie, donc c'est le nom de l'arbre. On l'appelle une actinidie, puisqu'il s'agit d'une liane et pas d'un arbre. D'ailleurs, c'est le même principe qu'une vigne. Donc on a besoin de soutenir l'arbre. Vous voyez ici les fils de fer qui représentent une structure de soutien pour une pergola. Là, vous voyez un arbre mâle qui ne porte pas de fruits. Il n'est là que pour la pollinisation, donc il produit des fleurs, mais ensuite pas de fruits. Sur votre gauche, vous avez une femelle qui a aussi des fleurs, mais dont les fleurs produisent des fruits. Sur notre domaine, on cultive la variété de kiwi vert Hayward en culture biologique. Et si vous regardez le fruit, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement poilu. Ce qui permet de repousser l'eau, donc on n'a pas de problème fongique. De même, les insectes n'apprécient pas ce poil non plus. Et ça nous permet même de produire sans traitement biologique. Donc c'est des fruits qui n'ont jamais vu la moindre molécule pour lutter contre des maladies.
On cueille le kiwi avec les dernières variétés de pommes début novembre. Et pour déterminer le bon moment de récolte, il faut tenir compte de 2 facteurs principaux. Le premier, c'est qu'il ne faut pas que la récolte soit détruite par du gel. Donc avant le gel, il faut récolter. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un taux de sucre suffisant. Et nous, ici, on prend des échantillons qui nous permettent de déterminer le taux de sucre. À partir de 7, 7,5, on récolte. Pour récolter, c'est très simple. C'est manuel, bien sûr. Et il suffit de tirer les fruits avec un angle pour les décrocher. On les met dans le bidon et on continue. Malgré le niveau de sucre de 7,5, le kiwi à sa cueillette n'est pas encore mûr. La question se pose alors, à quel moment est-ce qu'on peut le consommer, l'entamer? Il faut qu'il soit souple sous le doigt. Donc quand vous appuyez, il faut que ça s'enfonce légèrement. Si on veut accélérer sa maturation, il suffit de les conserver avec des pommes ou des bananes. Ces fruits seront en magasin dès Noël et jusqu'au mois de mars. Et le domaine de la pêcherie qui produit 80 à 90% des kiwis suisses, c'est quand même assez énorme. C'est quoi la surface totale de kiwis cultivés en Suisse, Olivier Viret ? Alors, on peut dire qu'elles se concentrent dans le bassin lémanique, en particulier dans le canton de Vaud. On peut en être fier. On a hors de grandeur 20 hectares de kiwi. C'est une plante qui a vraiment besoin de conditions quand même particulières, c'est ce qu'il explique. Et surtout, son marché est relativement limité malgré tout. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, on importe pas mal de kiwi, mais il est doré, il est jaune dedans. Et ça, c'est un brevet à part. C'est une autre variété. D'ailleurs, un intérêt d'éventuellement prendre la licence. Ça se discute, mais il faut payer. Donc, les kiwis qu'on trouve en Suisse, c'est plutôt des kiwis verts. Oui, 100% verts et qui viennent essentiellement de ce domaine-là. Il y a d'autres exploitants maintenant qui s'intéressent au kiwi. Il faut dire que c'est une culture facile en termes phytosanitaires puisqu'il n'y a pas de maladie ni de ravageurs. On va dire que c'est un modèle exceptionnel, ça pousse bien, mais il faut les bonnes conditions. On l'a entendu dans le reportage, exactement. Alors est-ce qu'il y a un potentiel d'expansion de la culture du kiwi en Suisse? Par exemple, les conditions valaisannes, ça pourrait fonctionner avec tout ce soleil? Alors moi je me souviens qu'on a essayé de planter des kiwis dans les années 80. Ils remplaçaient quelques cultures d'abricotiers et ils ont arrêté parce qu'il y a eu des problèmes de gel. La culture a eu quelques soucis. Alors maintenant, 40 ans plus tard, avec le changement climatique, il faudrait peut-être se reposer la question. C'est une bonne question à se reposer. On entend néanmoins que c'est un fruit qui est gourmand en eau. Dans un contexte justement de changement climatique, est-ce que c'est une bonne idée de continuer dans ce sens-là ? Bon, disons, je pense que ça peut être une bonne idée, pour autant que la captation d'eau puisse se faire au travers des pluies, qu'on ait aussi des possibilités, de par la DGTL, de pouvoir innover un tout petit peu dans le canton de Vaud, mais je pense que oui, il y a des possibilités. Je rappelle que les communes, elles ont des plans énergie-climat, par exemple, pour en partie une stratégie pour capter l'eau qui vient, par exemple, des chenaux, etc. Donc, il y a des possibilités de pouvoir le faire, même si elle est gourmande en eau. Puis effectivement, au niveau maladie, il n'y a pas grand-chose pour le moment à déclarer, heureusement, mais c'est aussi quand même assez restreint. On est sur le bassin lémanique, il y a quand même encore déjà peu de producteurs et on a du matériel végétatif qui est sain, qui arrivent chez nous pour pouvoir les planter. Vous disiez pour autant qu'on ait la possibilité de tester ces nouvelles cultures, est-ce que des fois c'est compliqué justement d'innover et de se dire on va faire un essai avec un fruit exotique par exemple? Alors en particulier le kiwi, il est soutenu justement pour l'innovation, donc là il n'y a pas trop de problématiques de pouvoir le mettre. Je rappelle quand même qu'il faut une infrastructure qui soit quand même relativement plus dense, plus costaude, disons que la moyenne. Mais non, je pense que là, justement, au travers du plan phyto-vaudois, au travers des différents accompagnements qu'on peut avoir au niveau agronomique et surtout de la recherche, là je rejoins M. Fellet, où il ne faut surtout pas couper dans la recherche, en tout cas pas, et c'est malheureusement ce qu'on fait. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de la recherche pour pouvoir avoir une stratégie à moyen long terme sur des variétés qui sont peu gourmandes en produits phytosanitaires en particulier. Alors on verra d'ici quelques mois si on a de nouveautés qui arrivent sur
les étals dans les magasins. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver notre rubrique Le Rendez-vous Agriculture et son invité, chaque mois l'autrice ou l'auteur de l'un des chapitres de Culture paysanne, un ouvrage à paraître sous peu, nous rejoindra sur le plateau. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Roland. Vous êtes historienne de l'architecture et responsable des guides d'art et d'histoire de la Suisse romande au sein de la Société d'histoire de l'art en Suisse. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors pour Culture paysanne, vous avez écrit un article intitulé « Un témoin du passé campagnard à Chailly-sur-Lausanne ». Donc on parle donc d'une maison, d'une villa, si je puis dire. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie de raconter l'histoire de cette maison paysanne qui se trouve à Chailly ? Alors cette maison, je l'ai choisie pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est incroyablement préservée. Un paysan vigneron pourrait presque s'y installer demain. Vous avez encore les tables, la grange, la cave, le pressoir. La deuxième raison, c'est qu'elle a une jolie histoire. Elle a été construite en 1770 par quelqu'un qui était pauvre. On lui a donné un terrain, ça se faisait à l'époque, on donnait un terrain aux gens pour qu'ils puissent bâtir. Et comme il était carrier, on lui a donné un terrain un peu ingrat parce qu'il y avait un gros rocher de molasse. Mais il l'a taillé, il était carrier, il en a extrait la pierre avec laquelle il a construit sa maison, qui est en plus partiellement troglodytique. Il a même pu vendre la pierre à ses voisins, donc il a même pu améliorer sa situation financière. Donc c'est un exemple parfait de, je vais dire, d'écologie, de durabilité, de circuit court. De cercle vertueux. Voilà, de cercle vertueux. Et donc ça en fait un témoin particulièrement intéressant du passé rural de Lausanne. On se rend compte qu'il y avait ce passé rural finalement. Absolument, c'est un passé qu'on oublie. Ville et campagne étaient vraiment intimement liés. Lausanne n'était pas une si grande ville, vous passiez les portes, vous étiez en pleine campagne. Et Chailly, c'était vraiment un hameau campagnard. C'est intéressant, hein. Aujourd'hui, ça a été complètement intégré dans la ville, donc on n'a pas cette perception. Et pourquoi c'est important, justement, selon vous, de préserver ces maisons paysannes dans des zones désormais urbaines ? Alors c'est clair que moi, ça fait 40 ans que je défends le patrimoine, donc je vous dis oui, il faut le défendre. Alors je dirais dans ce cas pour deux raisons. Justement pour ne pas oublier que cet antagonisme ville-campagne, il est récent quelque part. Avant... Récent, c'est-à-dire en termes d'historienne On va dire 20e. Okay. Avant, même au plein 19e, vous aviez des animaux dans la ville, vous aviez des granges, des étables dans la ville. Et dès que vous franchissiez les portes, vous étiez en pleine campagne. Donc tout était beaucoup plus lié, les gens se comprenaient aussi beaucoup mieux et se côtoyaient. Et en plus, quand vous avez la chance d'avoir un bâtiment qui a plus de 250 ans, construit en matériaux écologiques, le détruire, à mon avis, c'est un non-sens. Ça serait un dommage, en tout cas. Oui. Qu'est-ce que, selon vous, révèle cette histoire sur l'évolution du paysage lausannois et de la campagne vaudoise ? Alors justement, Lausanne, avant que ça ne devienne une capitale en 1803, capitale du canton de Vaud, c'était petit. Donc imaginez, vous êtes sur la place Saint-François, la place de la Riponne ou au bout de la rue de Vaud, vous êtes en pleine campagne, vous êtes dans la campagne. On a du mal à s'imaginer ça. On a du mal à s'imaginer. On a du mal. Et Chailly, c'était vraiment un petit hameau, et Chailly, c'est vraiment tardivement, au cours du XXe siècle, que cette ville, tout à coup, est devenue un peu tentaculaire. Aujourd'hui, on doit faire des kilomètres parfois pour arriver en pleine campagne. Avant, c'était vraiment immédiat. Et c'est important de s'en souvenir que ce paysage, vraiment, il a beaucoup évolué, mais récemment. Récemment, hein. Enfin, à mon échelle. Voilà, à votre échelle d'historienne. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Alors, si vous deviez résumer en une phrase ce que cette maison raconte du monde paysan vaudois, ça serait laquelle ? Alors, c'est un monde qui, pour moi, est justement circuit court, durabilité, on construisait solidement. Vous voyez, cette maison, elle a déjà plus de 250 ans, avec les matériaux locaux, et je pense qu'on peut vraiment s'en inspirer. C'est ce que j'allais dire, hein. Il faut s'en inspirer, et pour tout ce dont on a parlé aussi aujourd'hui, partir sur quelque chose de robuste, quelque chose de solide, qui peut traverser le temps, et non pas sur des choses qui sont consommées sans être vraiment réfléchies. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci beaucoup Isabelle Roland d'être venue nous trouver aujourd'hui pour parler de cet article, et merci à vous messieurs d'avoir échangé sur le thème des produits phytosanitaires et de ces risques. Quant à vous, merci de nous avoir suivis pour ce numéro d'Agriculture durable, et on vous donne rendez-vous pour le dernier numéro de l'année qui parlera de l'hivernage d'un domaine agricole. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysanne et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.